Mon nom est Capitaine Spectacle et voici mon combat. Art Forum et le Devoir ont récemment divulgué des informations inquiétantes concernant la réputation de l'un des piliers du quartier des spectacles, QDS, le Musée d'art contemporain de Montréal, MACM. Admettons qu'il n'est sans doute pas ici question de corruption institutionnelle, l'état des finances de la Biennale de Montréal se reflète sur ses partenaires. BNL Montréal, le MACM et, ne l'oublions pas, le QDS constituent un réseau d'affiliation, de codépendance et d'amplification. Si l'un des partenaires faiblit, il en va de même du rayonnement de l'ensemble. Cela dit, l'efficacité et l'autorité de l'infrastructure culturelle multiplateforme d'aujourd'hui comptent d'abord sur la vélocité artificielle des saisons du spectacle, sur l'enchaînement continu et insomniaque de ses productions multimédiatiques. La Biennale de Montréal est morte, vive la Biennale de Montréal. Si l'architecture crypto-fasciste de la place des festivals est immanquable, elle pâlit face à l'homophilie des commanditaires culturels de cet espace dit public, où le seul spectacle admissible est celui qui est mandaté par la ville, la province, l'État et les institutions publiques qui dépendent des paliers subventionnaires offerts par ces derniers. Dans l'ensemble, chacun de ses partenaires, de la Biennale elle-même au gouvernement fédéral, s'entend pour dire que l'art québécois qui compte est l'art québécois qui génère les retombées économiques associées au tourisme et à la consommation de masse. L'État, ses musées et ses lieux de créativité citoyenne, adoptant l'orthodoxie des lois du marché, la survie du secteur culturel est contingente à sa rentabilité. Les plus hauts honneurs de la ville sont décernés à ceux de ses fils qui ont séduit les bons de la financial capital of the world, New York, New York. Top of the heap, your small town blues, they're melting away. Pour remédier au blues provincial qui, si on en croit le magazine Freeze, afflige des agents culturels québécois, les organisateurs de Biennale Montréal ont fait preuve d'un enthousiasme budgétaire sans précédent. En effet, plus tôt cette année, le Devoir rapportait qu'un certain nombre d'artistes, de techniciens et de commerçants locaux ayant contribué à l'édition 2016 de la Biennale attendaient toujours leur compensation financière. Eu égard aux artistes internationaux dont la présence a marqué l'exposition montréalaise dans le saut de légitimité internationale et marchande, il semblerait que leur salaire ait été payé. Ces premières informations concernant la gestion fautive de l'événement ont été complétées par l'annonce, ce 25 août dernier sur le site de Art Forum, de l'annulation de l'édition 2018 de la Biennale. Le déficit accumulé par BNL Montréal 2016 s'élevant à 160 000 $, celui-ci affecte non seulement l'avenir de l'exposition, mais celui de ses partenaires culturels. Car la doctrine choc cherchant la participation du milieu culturel québécois aux échanges du marché de l'art n'est pas une stratégie qui lui est unique. Elle est partagée par le spectacle dans sa généralité, dans sa mondialité, à l'état de divertissement à court terme, fluide, relativement plus coûteux et de masse. Sans contredit, l'interpellation du spectateur du réseau culturel montréalais, BNL Montréal, MACM, QDS, est populiste sans être populaire, c'est-à-dire imposée par la fiscalité, le mondialisme, les intérêts et la spéculation d'organisateurs et de corps subventionnaires visant le plus haut niveau de participation possible. Ainsi, les gestionnaires de la Biennale de Montréal, refusant de reconnaître le caractère intentionnel des stratégies employées par l'équipe de 2016, se défilent devant la responsabilité sociale qui incombe aux représentants du spectacle. À titre d'exemple, l'injection du capital d'artistes internationaux par un commissaire belge aussi à la tête d'une prestigieuse école d'art allemande, loin de fournir une expérience culturelle démocratique, reproduit les effets d'une logique de la distinction. Facilement discernable dans le culte de la célébrité, Annie Moff, Jeffrey Farmer, Francis Turk et Maura Davey étaient parmi les têtes d'affiche du Grand Balcon, la valeur de rareté se présente alors comme principe cardinal de l'institution publique. Suivant son exemple, le spectateur adapte sa participation et ses attentes au rayonnement diffus des artistes de l'heure, attirés aux frais des artistes de demain. Si l'organisme connu sous le nom de BNL Montréal compte apprendre de ses erreurs, il pourrait commencer par faire preuve d'imputabilité en reconnaissant que son objectif de croissance, assisté par une recherche avide de distraction, est à l'origine de la crise qu'il traverse. Quant aux partenaires publics de l'exposition, ils resteront complices des pratiques fautives associées à la spéculation culturelle tant qu'ils ne feront pas obstacle aux préjugés qui grugent le cœur identitaire d'institutions telles que le MACM ou le Conseil des arts du Canada,
aux travailleurs de la culture et à leurs alliés qui pensent que les actes de créativité locale et populaire sont indignes de l'attention du monde, changer de programme ou clairer la place.